Bah alors, Andrea, t'es malade, t'es pas là, puis c'est moi qui présente Fais voir ta région. J'espère que tu vas vite revenir, hein. En tout cas, on avait prévu une super émission. On allait parler de l'écochais Harold de Schenk, et puis je sais que le vin, tu adores ça, surtout le vin rouge, hein, c'est ça? Bah écoute, je sais que tu vas nous regarder, alors moi, je te pose là, je m'assois tranquillement, Fais voir ta région, c'est parti. Allez, l'on parle de cette inauguration historique. Ce sont les mots des invités qui étaient présents lors de l'inauguration officielle le 28 mars dernier de l'entreprise Schenk, de son tout nouvel écochais. Et pour en parler, j'ai justement le plaisir de recevoir François Schenk, qui n'est autre que l'ambassadeur de la famille Schenk, la Schenk Family. Allez, fais voir ta région, c'est parti. François Schenk. Bonjour Jolin. Bonjour, installez-vous. Merci. Ça me fait extrêmement plaisir de vous recevoir. Alors j'ai dit ambassadeur de la Schenk Family. C'est un peu pompeux, vous croyez pas? Mais moi je trouve ça pas mal. Schenk Family, pour moi, il y a un petit côté un peu rock'n'roll et je fais volontairement le jeu de mots. Alors Schenk Family, ça a été développé tout récemment. C'est un concept corporate qu'on a voulu pour mieux développer, pour mieux mettre en valeur notre identité. On a une identité qui se transpose sur plusieurs pays, en fait. C'est peut-être quelque chose que les Suisses ne savent pas forcément. Mais on travaille historiquement sur 4 pays de production et sur 9 pays de distribution, parce qu'on a aussi des sociétés de distribution. Et d'où l'anglicisme qui passait mieux et peut-être moins bien ici. Voilà. Mais ce petit côté rock'n'roll, ça vous plaît? Vous parlez du côté vestimentaire ou du nom de l'entreprise et du côté vestimentaire. Alors, le look de l'entreprise, c'est vrai qu'il a beaucoup évolué. Encore une fois, depuis 6 ou 7 ans, on a décidé de se mettre en avant. Dans le vin, pour valoriser notre production, il faut savoir se mettre en avant. Et c'est pour ça que les membres de la famille ont été sortis de leur placard, notamment moi, pour parler de ce qu'on fait et de l'expliquer au niveau de l'entreprise. Pas forcément au niveau des marques et des domaines, parce que pour chaque marque et pour chaque domaine, on a là aussi des ambassadeurs qui sont spécifiques à la marque, à une marque, à un domaine ou à une région. Parce que nous, on ne peut pas tout faire, étant donné qu'on a une répartition géographique qui est quand même assez large. Alors justement, on va parler de votre entreprise en chiffres, en volume, en nombre de bouteilles produites, mais c'est vrai que vous êtes un sacré personnage. Ça fait du bien d'avoir des entrepreneurs qui personnalisent leur entreprise comme ça, qui sont vrais, qui sont naturels. Et on l'a vu lors de votre discours d'introduction, lors de l'inauguration de ce nouvel écochais dont on va parler, un discours très détendu, avec vous-même, avec les autres membres de la Schenk Family, dont le caïd du chasse-là, je l'ai noté parce que c'est pas gentil. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. Mais il y avait également des invités de marque. Tous les syndics du district quasiment sont pressés. Une conseillère d'État en la personne de Valérie Ditli et surtout un conseiller fédéral qui n'était autre que Guy Parmelin. On lui a évidemment tendu le micro. On l'écoute et puis je vous propose de revenir ensemble juste après. Alors, Monsieur Parmelin, comment s'est passée cette visite pour vous? Alors, c'était très intéressant de voir, d'une part, la conception, la modernité, toutes les réflexions en matière d'économie d'énergie, de renouvelables, et puis tout en préservant la qualité du produit. J'imagine que de manière personnelle, c'est une visite qui vous touche tout particulièrement, puisqu'elle touche aussi à vos origines et à votre passé, à votre parcours. Oui, bien sûr, d'autant plus que la famille Parmelin, chez nous, on était un des premiers, si ce n'est le premier client de la maison Schenk, il y a plus de 130 ans maintenant. Et de revoir l'évolution de cette entreprise familiale à travers les âges, et puis aujourd'hui, ce nouvel instrument de promotion quelque part, parce qu'il y a l'efficacité, mais aussi la promotion du vin, c'est assez remarquable et ça nous fait plaisir. Oui, une entreprise dynamique et innovante, vous l'avez dit. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué peut-être dans votre visite ? Oh, il y a énormément de choses. Bon, on voit la part qui a été réservée aux matériaux, le bois vaudois en plus, et puis toute la réflexion concernant
La durabilité, les économies d'énergie encore, parce il faut utiliser l'eau et les possibilités pour refroidir, mais aussi pour maintenir une certaine chaleur. On voit qu'il y a eu toute une réflexion derrière pour être efficace. Et puis surtout, être compétitif en termes de prix. Et c'est ce qu'on attend des entreprises dans ce pays. Ben voilà, François Schenck, un conseiller fédéral dont la famille n'était autre qu'un des premiers clients de votre entreprise. Vous la connaissiez, cette anecdote ? Oui, oui, évidemment, parce que c'est pas la première fois qu'on le croise, vous imaginez. Alors, il était en fait fournisseur. Vous avez dit client, mais il était fournisseur. Oui, fournisseur. Ils nous fournissent leurs raisins depuis en fait plus de 132 ans. L'entreprise qui a été fondée par mon arrière-grand-père Charles, c'était 1893. Mais il se trouve que la famille Parmelin nous livrait déjà du raisin avant cela. Donc, j'ai pas osé poser la question ouvertement, vu que Madame Ditli était là. Mais je sais pas, peut-être qu'ils faisaient ça au black à l'époque, mais voilà, on veut pas le savoir, mais c'est trop tard, de toute façon, il y a prescription, donc... On peut en parler librement. Oui, à l'époque, effectivement, il y avait déjà des affaires qui étaient en cours, avant que la société soit créée, donc ça doit, sauf erreur, être le plus ancien, ou l'un des 2 ou 3 plus anciens fournisseurs de la maison, localement. Ouais, une époque où j'imagine que les contrats se faisaient à la top là, dans le Carnotzer. Crachait dans la main. Voilà, exactement. Ouais, ou alors avec du Ça a bien changé depuis. Hein. Je vous propose quand même de dévoiler à l'antenne un petit peu votre nouvel outil de travail, hein, parce que c'est vrai qu'il est magnifique. Hein. Depuis l'autoroute, on voit ces cubes. Alors, je dirais qu'il y a 3 entreprises en une. Il y a toute la partie administrative hein, sur certains blocs de l'implantation qu'on voit ici. Alors, tout n'est pas encore fini, hein, les accotements, etc. Et puis, il y a la partie de production pure du vin, de maturation, d'élevage, etc. On arrive directement avec le raisin, et là, tout commence. On va voir sur les images d'après. Mais il y a également toute une partie d'embouteillage. Donc, usine, élevage, administratif, 3 en 1. Alors, on ne parle plus d'usine aujourd'hui, le terme est proscrit chez nous, mais c'est pas grave, je vous en voudrais pas. Vous appelez ça comment ? On appelle ça éco-chai. Éco-chai. Mais ça, c'est le tout. Un chai écologique. Alors, c'est peut-être un peu pompeux aussi, un peu prétentieux, mais c'est vraiment ça qu'on a voulu faire. Ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est qu'en Suisse, on n'a pas que ce site de production. On en a en tout près d'une vingtaine sur les 2 cantons historiques que sont Vaud et Valais. Donc, c'est à la fois des caves, des maisons et des domaines viticoles. Et puis, on a fini par se dire qu'on avait racheté au fur et à mesure depuis 1893 et qu'on avait laissé relativement indépendants les uns des autres parce qu'on partait du principe que pour bien vendre son vin, il fallait mieux le faire individuellement et séparément. On a changé notre fusil d'épaule depuis, on a fusionné en fait toutes ces sociétés, mais tout en maintenant les différents sites de production. Ce qu'on a fusionné, c'est effectivement toute la partie administrative, les ventes, le conditionnement, donc l'embouteillage qui se fait tout à Rolle, le stockage aussi, et puis, j'en ai déjà parlé, la vente, donc la distribution, voilà. Et puis il y a aussi une partie vinification qui se fait sur Rolle, mais c'est de la vinification locale, donc ce sont pour l'essentiel des raisins qui proviennent des fournisseurs de la côte. On ne va pas faire venir des fournisseurs du Valais en tracteur pour nous apporter du raisin à Rolle, ça n'aurait aucun sens. On a nos propres sites là-bas. Donc voilà, effectivement, plusieurs métiers dans ce nouveau site. Et puis vous aurez vu qu'il est segmenté en 5 modules. Oui. Donc il y a un module pour la réception de vendange, un module, c'est ce qu'on appelle la cave des blancs, ensuite la cave des rouges, ensuite le conditionnement, le stockage. Et l'administration et les bureaux sont dans les hauteurs. On va poursuivre. Hein. Vous voyez ici, on voit par exemple à l'image... Alors, l'embouteillage, c'est impressionnant, c'est des machines. Alors là, les ingénieurs ont dû se régaler pour vous fabriquer tout ça. Des bouteilles, je crois, 10 000 bouteilles heure, hein, la capacité d'embouteillage. C'est impressionnant, ce sont des chiffres complètement fous pour le néophyte que je suis. Comment vous situez votre entreprise ? Vous êtes un gros acteur au niveau européen, au niveau suisse, ou bien vous êtes encore un petit pousset peut-être face à des monstres ?
On est devenu gros, en fait, parce qu'on a eu je parlais tout à l'heure de mon arrière-grand-père qui avait fondé la société en 1893, mais c'était relativement modeste en termes de business. Et c'est mon grand-père Arnold qui débute en 1910 et qui a relativement beaucoup de succès en l'espace de peu de temps, seulement à acheter et à revendre des vins vaudois. Mais en 1915, il a déjà la bougeotte et il va dire à son père, écoute, la Suisse, c'est bien gentil, mais J'ai besoin d'espace. il nous faut plus d'espace, il nous faut plus de vin. Et donc là, il part dans le sud de la France, il va à Sète, parce qu'à Sète, à l'époque, c'était la plaque tournante du commerce du vin dans le monde, pratiquement. C'est une petite ville, un petit port, mais tous les bateaux arrivaient d'Espagne et d'Algérie, et puis il y avait aussi les vins du Languedoc. Alors à l'époque, rien n'était conditionné, mis en bouteille, mais tout était assemblé en vrac, mis dans des wagons et redispatché dans l'ensemble de l'Europe. Mais c'est comme ça qu'on a fait nos premières armes et qu'on a atteint une certaine taille critique. Et ensuite, il lui en faut toujours plus. Donc il part en 1927 en Espagne, aujourd'hui à Valence, où on est toujours. Il va même aller en Algérie dans les années 30, jusque dans les années 70. De toute évidence, on n'y est plus aujourd'hui, puisque l'Algérie a repris son indépendance et a arraché toutes les vignes, malheureusement. Mais on avait quand même 1000 hectares de vignes, et l'Algérie, à l'époque, était le plus gros exportateur de vin dans le monde. Donc ça paraît incroyable, mais c'était l'époque française, voilà. Et puis l'Italie, en 52, c'était la dernière étape européenne, mais en Italie, aujourd'hui, on produit la moitié de notre vin, pratiquement. Et puis, comme je l'ai dit l'autre jour dans le discours, une étape supplémentaire beaucoup plus exotique en 55, c'était le Valais. Et voilà. Et on devait être effectivement parmi les premiers étrangers, entre guillemets. Mais, à venir en Valais. Voilà, à venir en Valais, mais voilà, en tant que Vaudois. Et puis on y est toujours également. Et tout ça pour dire qu'on produit encore aujourd'hui du vin dans ces 4 pays. Une grosse majorité, évidemment, en dehors de la Suisse. Mais ça a permis d'équilibrer les choses au fur et à mesure des années, des crises viticoles ou financières. C'est le fait d'avoir différents positionnements, différentes entités, ça permet de maintenir un équilibre et puis de s'entraider. C'est un peu comme les cantons de la Confédération, où les plus pauvres vont se faire aider par les plus riches. La péréquation. La péréquation, voilà. On est en pleine péréquation pour les communes. Ils apprécieront. Arnold Schenk, c'est celui que vous avez surnommé affectueusement Pépé pendant votre discours. Ah, j'ai dit ça, oui. Ouais, vous avez dit ça. Non, c'était pour vous faire rigoler, ouais. Mais je ne l'ai pas connu, donc il est né, je ne sais plus quand il est né, mais il est déjà mort en 62, donc vous voyez... Mais quel regard il porterait sur ce nouvel outil de travail, cet écochet que vous avez monté à Arles? Moi, j'espère surtout qu'il ne nous taperait pas sur les doigts parce qu'on l'a payé trop cher, hein, parce qu'il était... c'est pas qu'il était près de ses sous, mais c'était... Combien ça a coûté, cet écochet? Ça a coûté trop. Ça a coûté trop. C'est à partir de quand, le trop? Non, c'est à partir Non, je ne suis pas un gripsou, donc... mais c'était trop. On vit malheureusement dans un pays où Là, je vais envoyer une petite pique où il y a des entreprises qui n'arrivent pas à tenir leur devis. Enfin, je sais pas, à moins que ce soit nous qui se soyons trompés. Donc, on a bien dépassé les budgets, et voilà. Donc... malheureusement, les mauvaises langues diront qu'on avait les moyens, parce qu'entre-temps, on avait vendu le terrain qui se trouvait sur la parcelle sud, où va se construire un nouveau quartier. Donc effectivement, en termes d'investissement, c'était très lourd. En termes de retour sur investissement, il y a des gens qui pourraient nous poser des questions et nous challenger là-dessus. Si on était une entreprise, entre guillemets, normale, qui produit un produit standard, lambda, on aurait probablement été délocalisé. Mais voilà, toujours est-il qu'avec le vin, on ne peut pas tout délocaliser, en tout cas pas le chasselas. Et donc, quand on arrive dans une zone, une région de production, nous, on travaille sur les 4 pays dans à peu près 15 régions de production différentes. En Suisse, c'est Vaud, Valais et puis un petit peu Genève. On ne peut pas, comme ça, du jour au lendemain, décider de foutre le camp et puis d'aller en Chine et puis d'aller investir ailleurs. Donc, on investit sur du long terme et puis voilà, c'est ce qui fait que les entreprises familiales sont plus pérennes. Mais c'est ça qu'on aime avec vous, encore une fois, parce que vous avez une personnalité au sein des dirigeants. On sent que vous entendez bien. Pourtant, une entreprise familiale,
on pourrait se dire, il y a souvent des tensions à l'intérieur des familles. Est-ce que vous tirez tous à la même corde? Est-ce que vous êtes tous autant enthousiastes de miser sur l'avenir, comme ça, puis de vous dire, allez, on fait un beau projet, on va jusqu'au bout, on le réalise? Alors c'est vrai qu'il faut prendre le temps d'en parler, parce que dans une entreprise familiale où, par principe, on intègre un certain nombre de membres de la famille dans l'opérationnel, Ouais. il faut trouver le moyen d'être aligné. Et puis, parce qu'on ne peut pas les virer, vous voyez. C'est pas- Et donc, s'ils ne sont pas d'accord avec nous, donc on est obligé parfois de se faire accompagner. D'ailleurs, au conseil d'administration, Il y a un psychologue. les membres de la famille sont minoritaires. C'est l'un des statuts de l'entreprise. D'accord. Contrairement aux apparences, la famille c'est pas la famille qui mène la barque dans tous les sens du terme. On a une direction générale, on a un conseil d'administration, on a parfois des conseillers externes. Donc on se fait bien accompagner. Du moment où l'entreprise a atteint une certaine taille, on peut plus s'amuser à faire ça en amateur et donc en famille. Alors, je vous propose de regarder encore quelques images, parce que ce sont les fûts, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais c'est effectivement les cuves, ces cuves énormes qui font, je crois, 14 mètres ou 12 mètres, qui ont été amenés par convoi spécial, et qui ont été déposés par le toit. Ça aussi, hein, c'est des sacrés paris. Il y a quoi, 1,9 million 100 000 litres dans vos caves, c'est ça? Si j'ai bien retenu le chiffre, on n'est pas loin. Oui, enfin, il y a deux caves. Encore une fois, il y a ce qu'on appelle la cave des Blancs, la cave des Rouges. Je crois que ce qu'on appelle l'encavage, c'est le 2,5 millions de kilos. Donc, on réceptionne 2 millions de kilos et demi de raisins chaque année. En termes de stockage, c'est plus de 4 millions de litres, puisque le vin, il faut le stocker si on peut pas le vendre tout de suite. Et puis, les cuves, effectivement, elles ont l'air très grandes et très hautes. Mais la grosse différence avec l'ancien chai, avec l'ancienne cave, c'est que ces cuves-là, en fait, sont superposées. C'est-à-dire que dans une seule cuve, vous aurez 3 voire 4 niveaux, dans lesquels on peut faire des micro-cuvées. Oui, tout à fait, sur le principe de la gravitation, si j'utilise le bon mot, c'est ça. Mais ce qui est aussi génial, c'est que, d'une part, comme l'a dit le conseiller fédéral Parmelin, vous utilisez du bois suisse, vous faites des efforts aussi sur tout ce qui est le côté thermique de l'entreprise. Alors, on va peut-être pas rentrer dans le détail des ingénieurs, mais vous allez chercher de l'eau dans le lac à une certaine profondeur. En été, vous la remettez dedans, vous allez chercher une autre profondeur en hiver pour la remettre à la première profondeur. Tout a été fait pour que l'impact environnemental en termes de CO2 soit quasiment neutre. Il y a des milliers, on peut le dire, de panneaux solaires sur le toit. On sent cette envie d'intégration dans le décor, et puis ce côté terrien de ne pas déranger la nature qui est autour de vous. C'est juste de dire ça. Ça, c'était la volonté peut-être des 4e et 5e générations de la famille qui avaient des tendances vers la durabilité un peu plus marquées, mais enfin c'est d'époque, on va dire, enfin ces tendances. Mais on l'a pas fait que pour les tendances, parce que les clients nous le demandent, mais aussi parce qu'on y croyait vraiment. Donc on voulait prouver qu'on pouvait reconstruire un site industriel, déjà avec une certaine forme d'esthétisme, puisque les 5 modules, en fait, ont été faits ainsi pour s'harmoniser avec le futur quartier d'habitation, dans lequel nous n'intervenons plus, puisque nous avons vendu le terrain. Il va être construit par une maison qui s'appelle Alter. Et tout ça pour dire qu'on voulait aussi aller dans le sens de la durabilité. Alors la durabilité, habituellement, on se dit c'est les vignes qu'on va convertir au bio. Alors effectivement, on a converti toutes nos vignes sur 4 pays. Bon gré, mal gré. Bon gré, mal gré. Oui, non, effectivement, c'est un secteur d'activité plutôt conservateur. Donc effectivement, on a eu dans un premier temps, plus de critiques que de félicitations. Enfin, au niveau des confrères non, vous pouvez pas savoir, c'est très particulier, très conservateur. Et ils voient les vignes bio comme étant une faiblesse en termes de compétitivité. Mais ce qui n'est pas forcément le cas.
Justement, alors vous parlez de convaincre, hein. Il a fallu aussi cette stratégie que vous avez évoquée, ce nouvel écoquartier. On ne peut pas s'imaginer Roll, sans Schenk. Pourtant, à un moment, il y a eu un référendum contre votre implantation, contre le projet que vous souhaitez développer, et vous avez même évoqué la possibilité de partir de Roll. Il y a ce côté stratégique, hein. Vous n'êtes pas une famille, j'allais dire, du Ruberlu, qui mettait le doigt dans la bouche et puis regardait le sens du vent. On sent ce côté, justement, de gestionnaire de votre produit qui dépend de la météo. Effectivement, il y avait 3 choses par rapport à ce que j'ai dit. Ce qui s'est passé au niveau local le référendum. Depuis le début du projet. Alors, effectivement, d'une part, il y avait une partie de la population qui ne voulait pas agrandir la ville de pratiquement 10%, puisqu'on y ajoute 600 ou 700 habitants. Donc, il y avait une peur par rapport à un ajout de population relativement soudain et avec des gens qui viennent d'on ne sait où et puis qu'on ne connaît pas. Donc voilà, ça c'était les premières réactions. Et puis il y avait aussi une réaction par rapport au premier projet industriel qu'on avait réalisé il y a une douzaine d'années, qui était en fait un bâtiment d'un seul tenant, un énorme carton à souliers, comme on l'appelait, et qui était effectivement beaucoup trop imposant. On aurait dit un des grands vaisseaux de la guerre des étoiles. Non, c'était vraiment... c'était une autre époque, il faut dire. Et entre-temps, grâce à ces oppositions, mais je remercie les opposants, même si certains le prennent pas toujours très bien, ça nous a donné le temps de réfléchir différemment, de voir que le marché était en train d'évoluer. Les gens boivent de moins en moins, mais ils boivent mieux. D'où l'idée d'avoir des micro-cuvées plutôt que des grandes séries de petits vins. Donc on a eu le temps, on s'est donné le temps de réfléchir pour construire quelque chose de différemment et qui nous convenait beaucoup mieux en termes de production déjà, mais aussi en termes d'esthétisme, d'harmonisation, comme je l'ai dit, par rapport à la ville de Roll. Donc voilà, donc on a complètement changé de projet en l'espace d'une douzaine d'années. Et on peut dire que la population a finalement compris notre réflexion, notre démarche, et s'est finalement ralliée, fort heureusement, à notre idée, à notre nouvelle idée, dans le cadre de ce référendum. Et puis sinon, est-ce qu'on serait parti... si on était parti de Roll, on ne serait pas parti très loin, parce qu'on était obligé de rester sur la côte vaudoise. C'était où vous seriez parti où? On ne serait pas parti très loin. C'est la côte vaudoise, c'est au niveau vitivinicole, c'est entre Morgegnon. D'accord. Grosso modo, voilà. Secret défense, on n'en saura pas plus, comme sûr. Non, on n'avait pas. De toute façon, on avait eu. C'était juste une stratégie. On avait éventualisé d'autres options, mais on a eu de la peine à trouver. On vit dans une région où les gens ne veulent plus avoir d'industrie. C'est pas une réserve d'Indiens, mais les gens veulent que la côte vaudoise garde ses vignes, mais on veut plus de caves entre guillemets de taille industrielle. C'est difficile d'être entrepreneur à notre époque, en 2025. Entrepreneur, d'une manière générale, je ne sais pas. En Suisse, historiquement, on avait un gros défaut, une grosse faiblesse jusqu'à récemment. C'était le goût du risque. Voilà. Ayant vécu aux États-Unis, j'ai heureusement pu apprendre ça là-bas. Les Américains ont beaucoup de défauts, mais s'ils ont bien une qualité, c'est ça. C'est le fait d'oser, essayer, entreprendre. Même s'ils doivent se casser la figure de temps à autre, ils ne vont pas se faire montrer du doigt pendant plusieurs générations, comme ça s'est fait pendant longtemps ici. Mais les choses évoluant dans la bonne direction, grâce à la mondialisation peut-être, je ne sais pas. Non, il y a beaucoup plus d'esprit d'entreprise de nos jours. Peut-être pas suffisamment dans le monde du vin en Suisse, malheureusement. On a besoin de leaders. Les leaders, c'est pas forcément comme nous en termes de taille. C'est aussi des producteurs emblématiques, comme il y aurait, je sais pas, Marie-Thérèse Chapa en Valais. Il y en a 2 ou 3 sur la côte, mais je trouve qu'on pourrait en avoir plus. Des gens qui se démarquent, comme on a pu le voir sur d'autres régions. L'avenir, c'est quoi pour la Schenk Family? Je vous pose cette question parce que en début d'année, en France, par exemple, le domaine du Tariquet, hein, qui produit 8 millions de bouteilles de vin blanc, était placé en procédure de sauvegarde suite à des mauvaises récoltes d'année en année. Comment vous anticipez justement l'avenir, ces changements climatiques, ces risques des gros domaines qui nous semblent immuables et puis qui peuvent tomber du jour au lendemain?
Comment vous voyez ça? Non, c'est vrai que le domaine du Terriquet, c'est un domaine qu'on suit depuis très longtemps. On ne travaillait pas avec eux, mais j'ai toujours pensé que c'était un exemple à suivre, mais c'est vrai qu'ils ont tout capitalisé sur... ils ont près de 1000 hectares de vignes, ce qui est absolument énorme. Et donc, Vous, c'est combien en tout d'hectares de vignes? alors nous, on en a un petit peu moins. On travaille, on dit toujours qu'on vinifie. On va vinifier les raisins de 3500 hectares, mais sur 4 pays. D'accord, oui. Et donc, c'est beaucoup plus grand. Et nous, en vignes propres que nous possédons, on en a un petit peu moins de 1000 aujourd'hui. Donc, on ne le dit pas exactement parce que ce n'est pas l'intérêt du jeu. Mais notre avantage, c'est probablement dans le fait que la majeure partie de notre production provient de producteurs tiers, donc de fournisseurs comme les Parmelins dont on a parlé tout à l'heure. Et alors, sur le domaine du Terriquet, qu'est-ce que vous en avez tiré comme enseignement? Est-ce que ça vous a fait peur, en phase d'inauguration, d'avoir quelqu'un que vous suivez comme ça qui... Non, parce que je pense qu'ils ont malgré tout une belle marque qui est solide, qui est bien implantée à droite et à gauche. Ils ont des bons produits et je ne me fais pas trop de soucis pour eux. Je pense que le problème est plutôt d'ordre financier en termes de cash flow. Enfin, je ne vais pas aller dans le détail des choses. Mais nous, en ce qui nous concerne, comme on peut acheter chaque année au fur et à mesure de la demande, bon principe, quand on a des fournisseurs, on s'engage sur la longueur. Donc on doit s'engager sur plusieurs décennies. On ne peut pas acheter comme ça au coup par coup, mais au moins on peut réguler, grâce au stockage, on peut réguler la production et les ventes en reportant éventuellement des ventes ou en accélérant certaines autres productions. Et ça nous donne une grande flexibilité peut-être par rapport à un producteur qui dépend seulement de ses propres... Mais alors justement, sur cet avenir, comment vous le voyez? Quels sont les objectifs que vous êtes fixés? En termes climatiques, vous voulez? En termes d'entrepreneurs, d'entreprises, la Schenck Family, comment elle se projette dans l'avenir? Elle se projette, je l'ai dit, d'une part dans la durabilité, mais la durabilité, c'est pas ce qui va nous faire forcément gagner de l'argent. Donc, en ce moment, on parle beaucoup d'innovation, parce que le monde du vin, qui a été un monde ultra conservateur et très statique depuis la nuit des temps, on voit que depuis une décennie, des nouvelles générations de consommateurs sont en train d'arriver et ne fonctionnent plus du tout de la même manière. On n'a pas su leur transmettre l'héritage des appellations et de la tradition et tous ces trucs-là. Et c'est des jeunes générations qui sont totalement révolutionnaires dans leur approche. Ils parlent beaucoup de durabilité et de consommation locale, mais c'est un peu moins évident dans les faits. Là, j'ai une petite pique aussi pour les nouvelles générations. Voilà. Et donc, on remarque qu'ils ont tendance à remplacer le vin qui est quand même assez compliqué en tant que produit à comprendre, puisqu'il y a tellement d'appellations, tellement de cépages, tellement de producteurs. Ça n'a jamais le même goût. C'est tellement plus simple d'aller consommer de la bière, du coca ou des trucs comme ça. Et même plus étonnamment, on remarque sur certains marchés, sur certains pays, ces générations-là remplacent la consommation de vin ou d'alcool par la bœuf. Puisque tant le THC que donc le CBD... vous projetez de développer du CBD non, de la bœuf Schenck? Non, on nous a parfois proposé, comme certains autres producteurs le font, d'infuser du CBD ou du cannabis dans le vin. C'est bon? Dans du vin et dans du vin désalcoolisé. C'est particulier, mais c'est plutôt gadget comme produit, non? Je pense que... Et comme on n'a pas le droit encore, dans la plupart des pays en Europe en tout cas, d'utiliser effectivement le CBD ou le THC, donc... Il n'y a que le goût finalement du cannabis, et le goût du cannabis, ça n'intéresse pas forcément les gens. Donc ça, c'est une chose, c'est quand même très étonnant que les gens remplacent l'alcool par la fumette. Ouais. Et voilà. Et puis de notre part, on voit qu'il y a des nouvelles générations, surtout depuis le Covid, qui sont devenues très préoccupées par leur santé. Il y en a certains, c'est carrément hypocondriaque. Enfin, les gens n'ont plus la notion de plaisir comme ils l'avaient à l'époque, donc, et de consommation régulière. Aujourd'hui, on se dit on va ne plus consommer de vin pendant la semaine et on se le garde pour le week-end. Sauf qu'arrive le week-end et là, on a la tremblote vendredi soir à 17h et on tombe dans une consommation excessive qui est encore plus problématique. Donc voilà, moi je vais toujours inciter les gens à boire modérément, mais régulièrement.
et ne pas tomber dans l'excès, parce que c'est effectivement ce qu'on veut. Et donc voilà, et parallèlement à ça, il y a beaucoup d'innovations. Donc on produit aujourd'hui beaucoup moins de vin rouge, globalement parlant, beaucoup plus de blancs, des blancs aromatiques, des rosés. Le rosé de Provence, c'est un boom énorme depuis 10 ans. Et puis les vins mousseux également, Prosecco, le Cava, le Champagne se maintient bien. Et en fait, c'est assez étonnant. En fait, on voit que notamment les femmes et les nouvelles générations ont pris en main leur destin en matière de consommation. C'est plus le vieux mâle, le patriarche de la famille qui décidait qu'on allait boire une bouteille de vin rouge corsé et tannique. Aujourd'hui, il y a une énorme évolution par rapport à ça. Donc, beaucoup moins de vin rouge et beaucoup plus d'autres choses. Des vins avec moins d'alcool aussi, moins de tanins, comme je l'ai dit. Des vins de plus de soif, donc plutôt que des vins trop complexes. Aujourd'hui, on dit qu'on veut décomplexifier le produit. On veut le simplifier en créant des marques et en créant des produits qui soient plus abordables, déjà gustativement et visuellement aussi pour les nouvelles générations. Donc moins d'alcool et parfois pas d'alcool. On désalcoolise des vins. Après, ça part d'un bon sentiment et la demande est là. Donc il y a un site dédié à l'innovation. Hein. On peut parler presque de campus dans ces caves Schenk. Donc, en un mot, l'avenir de la Schenk Family, il est rosé. Il n'est pas encore assez rosé. On a un peu raté le train du rosé. Moi, j'ai grandi dans le sud de la France. On avait des domaines là-bas grâce à mon grand-père et des domaines qui ont été malheureusement désinvestis dans les années 70. Et ceux qui ont repris ces domaines-là sont devenus Listel, qui est aujourd'hui l'une des plus grandes marques de rosé. Donc, voilà. Donc, on avait raté le train à cette époque-là. Et aujourd'hui, on l'a repris, mais avec des vins, soit avec des vins suisses, français, espagnols ou italiens. On redémarre sur du rosé, mais on a plus de succès, je dirais, sur les blancs et sur les mousseux. On arrive au terme de cette émission, mais j'aimerais quand même savoir le site en entier, le quartier d'habitation, tout fini, c'est pour quand? Vous avez Alors le quartier d'habitation, encore une fois, j'en suis plus responsable, donc ils vont prochainement commencer la démolition de notre ancienne cave. Et je crois savoir que la construction va se faire sur environ 2 ans, si je ne m'abuse. Je peux me renseigner si vous voulez. On vous réinvitera, de toute façon. Vous pouvez me réinviter dans quelques jours. Mais volontiers. Non, je suis désolé. Peut-être pour une émission œnologique. Pour une émission œnologique, voilà, comme vous voulez. Bah justement, en parlant d'œnologie, s'il y avait un vin pour accompagner cette émission, un vin de la Schenk Family, ce serait lequel, votre préféré? Ah, ça va être compliqué parce que ça va faire des jaloux. On va forcément parler de vin suisse parce que comme on est au pays, on est dans le canton de Vaud, non, on ne veut pas parler de vin valaisan non plus. On va parler du château de Châtaignières, par exemple. Ben voilà, par exemple. Château de Châtaignières à Montserrat, et puis qui c'est pour l'essentiel du chasselas, qu'on produit sous une appellation nouvelle qui s'appelle Premier Grand Cru. Et c'est un chasselas un peu particulier puisque c'est beaucoup plus qu'un chasselas d'apéritif. C'est un vin qui a été vieilli une année dans des fûts pour le laisser respirer, pour le laisser s'arrondir, et puis encore environ 6 mois en bouteille. Donc si vous avez l'occasion de déguster un bon chasselas de garde, n'hésitez, avec quelques années déjà de bouteille, n'ayez pas peur, ça vous changera la perception du produit. Et ben voilà, on va déguster tout ça ensemble peut-être après cette émission. François Schenk, merci beaucoup d'être venu dans Fais voir ta région. On se reverra, je prends le gage. Je rappelle que vous êtes l'ambassadeur de la famille Schenk, la désormais Schenk Family. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, hein, mais évidemment, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Fais voir ta région. Alors, à la semaine prochaine.